Bonjour à tous, bienvenue dans Outre-mer l'info. Les fortes pluies des dernières 24 heures ont provoqué quelques dégâts en Martinique, inondations partielles et l'effondrement d'une partie du mur de soutènement entourant le stade du Achille à Fort-de-France. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Toujours en Martinique, un père de famille âgé de 29 ans a été mortellement abattu. Les autorités sont sur la piste d'une bande d'individus armés, auteurs d'une série de vols et agressions ces derniers jours. Antoine Defive et nos confrères de Martinique la Première. Des traces de sang sur la chaussée, témoignage du drame cette nuit à Rivière-Salée. Vers 5 h du matin, un motard est retrouvé sur le sol. Des impacts de balles sur son casque laissent penser qu'il ne s'agit pas d'un simple accident de la route. J'ai entendu 2 coups de fusil, 2 à 3 motos sont partis dans le sens pour aller vers la route. Et un petit moment après, j'ai entendu un bruit de camion. Et ça, seulement je me suis vu, je vois le camion garé sur le trottoir. Et puis, le monsieur était près de la route. Je suppose que c'est lui qui a appelé les pompiers. La victime aurait été la cible d'une bande armée qui commet des cambriolages dans le secteur depuis plusieurs jours. Un choc pour les motards de l'île. C'est un drame pour notre pays. C'est encore un motard qui est touché. Il y a un moment que ça dure. Et moi, je roule toujours la nuit, donc je fais très attention, puisque bon, on connaît déjà un petit peu leur méthode. Cette agression touche aussi le marché des 2 roues. Ça ralentit beaucoup la clientèle. On a peur. Personnellement, j'ai peur aussi. Je suis motard, je suis né motard, je mourrai motard, mais pas dans ces conditions-là. L'enquête est en cours. Cet homicide est déjà le 17e en Martinique cette année. Les avions restent toujours cloués au sol à Air Antilles. La grève se poursuit. La compagnie est en cessation de paiement et l'on s'achemine vers une liquidation judiciaire. Les pilotes grévistes réclament depuis le 14 juillet une revalorisation salariale et le PDG oppose à ces exigences l'endettement de l'entreprise. Restons dans les airs avec les conséquences de la grève à Air Guyane, filiale d'Air Antilles. Saül, commune située au centre de la Guyane, n'est accessible que par voie aérienne. Avec la suspension des vols, les habitants manquent de tout et sont isolés. Alexandra Sibert et Clotilde Séraphin-Georges. Pour limiter le manque, Christian Boutrin, l'épicier de l'entrée du bourg de Saül, finance des avions privés pour se faire livrer de la marchandise. En l'absence de touristes, sa clientèle a changé. D'habitude, je vis sur les touristes, beaucoup sur le tourisme, et un peu sur les Sahuliens. Je suis la roue de secours pour eux, en cette période-là. Mais maintenant, là, en cette période difficile que nous vivons maintenant, eh bien, c'est l'inverse. Maintenant, les Sahuliens viennent. La mairie fait preuve de vigilance, le moral dans le village est bas, les habitants sont inquiets. Il y a une roulotte familiale, tout le monde se rejoint à ce lieu, on écoute un peu de musique et puis voilà quoi. Mais depuis la semaine dernière, la roulotte ne fonctionne plus. Jean-François Bernard a proposé des grillades à la place pour ne pas couper le lien, mais il devra s'arrêter là. Si le premier adjoint rencontre des difficultés à maintenir son activité professionnelle dans la commune, son épouse, elle, en rencontre à nourrir leurs 8 enfants au quotidien. Elle essaye de joindre les 2 bouts. Cécile Charles avait eu le temps de faire des courses avant la grève. L'aide humanitaire est venue les compléter, mais ce n'est pas assez pour cette famille nombreuse. À un mois de la rentrée se pose aussi la question des fournitures scolaires. Il faudra trouver une autre disposition pour faire venir les fournitures. Et, bon, je sais qu'il y a quelque chose qui a été mis en place par la mairie, mais ce n'est pas évident parce qu'il faut trouver quelqu'un sur Cayenne pour acheminer tout ça. Aujourd'hui, la mairie et la CTG se mobilisent et demandent la réquisition de pilotes pour livrer le fret. Concernant le transport de personnes, la commune est suspendue à la décision du tribunal de Pointe-à-Pitre sur l'avenir d'Air Guyane. Ce sera le 2 août prochain. En Nouvelle-Calédonie, l'Union calédonienne, le parti indépendantiste, refuse une nouvelle fois toute forme de réunion trilatérale. Il ne veut pour l'instant négocier qu'avec l'État, notamment concernant le dégel du corps électoral. Politique toujours, la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu revendiquent chacun les îles Matthew et Hunter, 2 îlots inhabités. Le différend est réapparu il y a quelques jours au moment de la visite d'Emmanuel Macron sur l'archipel, Bernard Lassos et Joachim Arlot. Matthew et Hunter, 2 cailloux perdus au milieu de l'océan à 500 km de Nouméa, comme une extension naturelle des îles de Tanna et Anatom. Mais c'est sur le plan culturel que s'appuient les dirigeants ni Vanuatu. Un rapport de l'ONU publié en 2011 l'affirme. Umaenupne Matthews et Umaenea Hunter étaient des lieux de culte et de rituels importants depuis d'innombrables générations.
En 2009, le FLNKS signait avec le gouvernement de Port-Vila l'accord de Kiamou, reconnaissant le rattachement de Matthew et Hunter à nos voisins, accord qui avait suscité de vives réactions. Le ministère des Affaires étrangères examinera la situation. Donc pour le moment, nous considérons qu'il n'a aucune valeur légale. On s'en fout. S'il ne s'agit pas de la question de légalité ou de non-légalité, nous raisonnons en tant que Mélanésiens. Dans la répartition ancestrale entre les îles, les Mélanésiens, donc nos ancêtres, ont réparti les populations comme cela. Pour la Nouvelle-Calédonie, Matthew et Hunter ont avant tout été des territoires réservés aux scientifiques et aux militaires. Mais un drapeau français planté sur ces rochers, et c'est la zone économique exclusive calédonienne qui s'accroît d'autant, pas négligeable. Ces îlots, c'est 1/5 de notre zone économique exclusive. C'est donc un enjeu aussi important au plan environnemental. Et donc, il n'est pas question que nous abandonnions une partie de ce territoire au profit de quelques pays que ce soit le Vanuatu ou un autre. Ce sont bien les richesses supposées de cette immense zone maritime qui pèsent dans ce dossier. Plus que l'importance culturelle du lieu, qui hébergerait les dieux vénérés des habitants de Tana, Anatom ou Futuna. De l'art urbain pour terminer, et cette fresque de 240 mètres de long dans un tunnel de la capitale. L'œuvre célèbre la Polynésie dans le cadre de Paris-Plage, une initiative de la mairie, Nathalie Sarfati et Massimo Bulgarelli. Paris célèbre tout l'été la Polynésie. Après Paris-Plage, c'est le tunnel Henri IV qui prend des couleurs avec la réalisation d'une fresque de 240 mètres de long. Le Paris urbain de Babs rencontre la plage animale et florale de Saravio autour d'un thème majeur, l'urgence climatique. L'urgence climatique, c'est un thème qui peut rassembler Paris, parce qu'on pense aux accords de Paris sur le climat, et puis ça rassemble aussi la Polynésie, parce que quand on parle d'urgence climatique, on pense à la montée des eaux, on pense au réchauffement des océans. Saravio est venue spécialement de Polynésie, où elle vit depuis 5 ans. Son art engagé a pour vocation d'éveiller les consciences, tout en faisant découvrir les beautés qui font la Polynésie. J'aime beaucoup avoir cette propre vision du monde, où on se dit on ne va pas pointer les choses néfastes, on va essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être le plus beau. Donc là, c'est ce que je vais parler au début, avec les îles qui flottent, un peu comme si c'était un monde avatar, un monde merveilleux. Et puis, plus on va venir vers l'intérieur du tunnel, plus on va voir que les choses commencent à se dégrader. Originaire de Guadeloupe, le graffeur parisien Babs est lui aussi parti d'un monde utopique, un Paris vert, des quartiers suspendus, des véhicules volants, pour aller vers un avenir plus sombre. Sa façon à lui de tirer la sonnette d'alarme. Moi, je suis sensibilisé à ce genre de choses parce que forcément, lorsqu'on part en vacances et quand je vais aux Antilles voir ma famille et je vais à la plage, je vois un sac plastique dans l'eau, ben, tout de suite, on pense à tout ça. De toute façon, même si j'habite à Paris, on ne peut pas passer à côté de ça. Ce projet artistique est amené à rester durablement sous les yeux des Parisiens. Des visites guidées sont organisées tout l'été. Elles permettent de se plonger dans l'histoire du street art à Paris et en Polynésie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez toute l'actualité ultramarine en ligne sur le portail des Outre-mer. Belle journée à tous. À demain.